Est-ce que vous pouvez nous donner sommairement quelle est votre personnalité morale? Je suis un homme de conviction qui pense que le courage est la plus grande des vertus et que le soleil doit éclairer l'avenir du Cameroun comme elle inonde la plaine. Effectivement, je suis président fondateur du CEJACAM, le Cercle des jeunes actifs camerounais. Je suis également président départemental du parti de l'Esprit d'Avril 48 ans du département du Conca et ex-candidat aux élections municipales législatives passées. Et qu'en est-il de cette candidature? Je n'ai pas pu candidater pour des raisons de déstabilisation, de nombreuses raisons que je vais vous expliquer au fur et à mesure de l'avancement de notre interview. Ok, merci beaucoup. Aujourd'hui, vous répondez en tant qu'un acteur de la société civile, président du CEJACAM. Vous avez naturellement une vision d'une carrière politique, mais qui semble peut-être un peu entravée par certains éléments. Est-ce que vous pouvez nous donner de manière un peu détaillée quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur votre parcours politique? Ok, je vais vous faire un briefing là-dessus, mais je pense que bien après, vous allez en quelque sorte avoir intégré ma vision générale. Oui. Étant donné que certains éléments, beaucoup d'éléments s'agitent en flottant de moi. Je vais d'abord commencer par vous donner mon point de vue sur la situation politique au Cameroun actuellement. Et pour cela, je vais emprunter quelques propos auxquels je vais ajouter certains éléments et analyses qui seront miens. Oui. Les propos du professeur Mathias Onangui. La gouvernance camerounaise actuellement est désaxée. C'est une gouvernance qui n'a pas une direction politique et institutionnelle sérieuse. Nous ne sommes pas au Cameroun dans une démocratie, mais nous sommes au Cameroun dans une mystocratie, qui signifie gouvernement sauvage par le mystère. Et pour illustrer cet élément, vous allez constater que la circonstance actuellement sur le plan national relève du mystère. Avec tout ce qui se passe, la propagation des rumeurs et bien d'autres éléments que je ne vais pas citer pour des raisons de confidentialité qui me sont personnelles. Et à cette mystocratie s'ajoute la pornocratie, qui est l'institutionnalisation de la pourriture. Et pour illustrer également ces deux propos, je vais faire référence au repli identitaire dont on parle aujourd'hui et dont tout le monde se scandalise comme s'ils étaient innocents. Ce repli identitaire qui a pour but de monter les Camerounais les uns contre les autres. Monsieur Jean-Marie Boindé, Ouais. vous venez de nous parler de certaines difficultés que vous rencontrez sur le parcours politique. Nous savons que vous avez eu quelques accrochages avec le gouvernement camerounais. Est-ce que c'est parce que le gouvernement camerounais ne vous a pas écouté qu'aujourd'hui vous parlez de la pourriture au sein du gouvernement? J'ai soumis un projet de société en 2014 en tant que président du CEJACAM. Oui. J'y étais allé jusqu'à Yaoundé pour déposer des projets de réforme institutionnelle. J'ai rencontré le président de la CONAF, M. Dieudonné Massingam. À l'époque, c'était Adoum Garoua, je l'ai également rencontré. Et je suis également allé au ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille pour leur demander de travailler en partenariat avec le ministère de la Culture pour lutter dans le cadre de la lutte contre la dépravation des mœurs dans la musique. Je suis, au-delà de toutes ces réformes institutionnelles, allé à la présidence de la République, au palais de l'Unité, plus précisément à Etoudi. Demander une audience à rencontrer son Excellence, Monsieur le Président Paul Biya. Et j'avais à ma possession, j'ai également des photos pour justifier cela, j'avais à ma possession le projet Une République, une famille que j'ai déposé à son attention. Et qu'en est-il de ce projet à ce jour? On n'a jamais entendu parler. Est-ce que vous avez essayé d'avoir un suivi du dossier? Je suis allé au palais de l'Unité 3 fois. Il y a un monsieur de la garde présidentielle qui peut également le confirmer. Il a pris mon projet, il a pris la décharge, puisqu'on ne décharge pas sur les papiers, on décharge plutôt dans les registres. Et il s'est intéressé à l'objet de ma présence là-bas. Et il a dit, en 25 ans de service qu'il avait au palais de l'Unité, il n'avait jamais rencontré un jeune qui venait avec un projet proposé. Mais il a plutôt rencontré tous les jeunes qui sont arrivés là-bas, étaient plutôt avec des demandes d'aide financière. Et c'est comme ça que nous allons échanger des contacts. Et il va rester un très grand ami à moi jusqu'aujourd'hui. Est-ce que vous avez eu une suite favorable? Non, je n'ai pas eu de suite favorable.
quelques années plus tard, je vais partir en Guinée équatoriale. Je vais me désintéresser de ça avec la charge qui arrivait, les responsabilités. Je vais aller en Guinée équatoriale dans le but de mettre sur pied des stratégies qui me permettront de me relever sur le plan financier. Parce que là, j'avançais également et les responsabilités arrivaient. Donc justement, parlez-nous de votre projet avec la Guinée équatoriale. En Guinée équatoriale, je vais subir la xénophobie de ce pays. Je vais subir toutes sortes de tracasseries policières. Je vais subir toutes sortes d'injustices. Mais malgré toutes ces injustices... Vous traiterez peut-être le président guinéen de xénophobe? Non, mais je traite le mode opératoire des institutions guinéennes de xénophobie. Oui. Parce que en Guinée, il n'y a pas un problème d'étrangers, mais il y a un problème d'institutions. Ce sont des institutions qui favorisent des actes de xénophobie contre les étrangers. Et je peux le prouver. Okay. Donc, durant votre séjour en Guinée équatoriale, quelles sont vos relations avec ce pays, ami du Cameroun? Et pendant votre séjour en Guinée équatoriale également, est-ce que vous avez eu également à avoir des relations avec les autorités camerounaises pour avoir le suivi de vos dossiers? Naturellement. Parti du Cameroun, j'étais un acteur de société civile. Et le rôle de la société civile, c'est d'être actif pour le peuple. Lorsque je suis arrivé en Guinée équatoriale, j'ai également constaté beaucoup de problèmes. Et j'ai tout de suite été élu président de Conseco, des Conseco de Vecino, et président de communauté de Vecino dans la ville de Bébéine. Donc j'étais président du quartier Eboabou des Camerounais. Et là j'avais la casquette pour pouvoir rencontrer certaines autorités et causer avec eux sur les accords diplomatiques qui reliaient nos deux pays. Et jusqu'ici, j'ai constaté que c'était vraiment pas facile parce que l'ambassadeur est venu de Malabo pour une conférence avec nous dans la ville de Bébéine et on lui a refusé les clés du palais de congrès. L'ambassadeur lui-même ne peut nier ceci. Nous étions au palais du congrès, l'ambassadeur devait nous recevoir, il avait déjà pris toutes les dispositions, mais on a refusé de lui donner les clés du palais de congrès pour qu'il nous reçoive. Et il a fait cette petite conférence dans le cadre d'un hôtel La Mami à Bébéine. Et c'est à partir de cet instant-là que j'ai compris réellement la réalité du pays où j'étais. Et je me suis calmé sur tous les plans. Et la seule préoccupation que j'avais en ce moment, c'était de gagner juste mon argent et rentrer dans mon pays. Combien d'années vous faites en Guinée équatoriale? J'ai fait 5 ans en Guinée équatoriale. Et qu'est-ce qui vous fait partir de ce pays? Ce qui me fait partir de ce pays, ce sont les tracasseries policières dont j'ai parlé ici. Parce que je vais quitter la ville de Bébéine où je vais aller à Mongomo pour vivre. Et à Mongomo, je vais constater que la xénophobie prend encore une autre dimension. Vous avez été maltraité? Effectivement. Effectivement. Racontez-nous un peu la scène. Ok. Justice. Je ne vais pas vous parler de maltraitance. Je vais pas vous commencer à vous dire tout ce que j'ai subi là-bas parce que c'est très long. Mais je peux vous donner certains actes d'injustice clés que si vous allez même sur la base d'une enquête demandée, vous allez retrouver. Oui, à votre aise, allez-y. Ok. En Guinée équatoriale, ma bailleresse a cassé ma porte pour prendre une marmite que j'étais allé acheter à Kiossi en disant que cette marmite était la sienne. Mais au Cameroun, on vit également des scènes pareilles. Est-ce que cela veut dire que c'est une xénophobie? Je suis allé me plaindre. Je suis allé me plaindre à la gendarmerie. Oui. Et le gendarme, il s'appelle Buka Voyage. Un gendarme qui porte le nom de Buka Voyage. Oui. M'a dit, je ne peux pas t'enfermer parce que tu ne peux pas t'en sortir. Sors plutôt là-bas et va louer ailleurs. Il y a des Camerounais qui ont répondu face à de telles sortes, face à ce genre d'injustice. Ils ont répondu en se rendant justice eux-mêmes. Et aujourd'hui, on ne parle plus d'eux. Mais moi, je me suis abstenu. Je suis allé vers l'institution qui est censée sanctionner ces gens d'actes-là. Justice, oui. À Mongomo, lorsque j'ai mis sur pied la restructuration de l'organe représentatif de la communauté camerounaise qui était la COCAM, les policiers sont arrivés chez moi à Mongomo, à Akwakam, où j'habitais, entrer dans ma maison de force et prendre tout ce que j'avais, mes clés USB, tous mes documents, et y compris moi-même, et m'ont amené au commissariat de Mongomo, où j'ai été enfermé. Et ces actes sont restés impunis. Le passeport que j'ai ici porte un visa à l'intérieur. Ce passeport était valide lorsque j'ai été arrêté à la barrière de Mokomo et FAC.
Ça, c'est à Mongomo. Je dis bien le passeport avec un carnet de vaccination. Voilà, c'est moi-même. Avec le carnet de vaccination, permis sur le travail, tout. Même les papiers que les gens ne faisaient pas, je faisais. Les policiers m'ont dépossédé de ce passeport. Parce que je n'avais pas 2000 francs pour payer le registre. Et ils m'ont fait rentrer jusqu'à Mongomo une bonne distance à pied. Avant de m'accrocher clandestinement derrière une voiture de livraison de boissons qui rentrait dans la ville de Mongomo. Et c'est le lieutenant-colonel Dom Tobias Mikwe, à l'époque préfet provincial de la police à Mongomo, qui allait récupérer ce passeport à Ibébéine et me remettre. Et jusqu'aujourd'hui, les actes sont restés impunis. Et tout ça parce que vous étiez Camerounais? Tout ça parce que j'étais Camerounais. Mais ceci n'a pas empêché qu'en 2017, après la tentative de coup d'État, que moi je propose au président de la République, son Excellence Obiangema Basogo, une rubrique relevant du projet Une République, une famille, qui allait le permettre de stabiliser les choses sur le plan social. Et que en dehors de ce projet, je rédige également un autre document où je notifiais les faiblesses et les failles de son institution, et que je le remette ce document qui allait garantir ce qu'il veut réellement pour sa fin et sa continuité. Monsieur Jean-Marie Bouende, quand vous quittez la Guinée équatoriale pour retourner au Cameroun, vous êtes poursuivi pour une affaire de vol de moto. De quoi est-ce qu'il est question exactement? Je quitte la Guinée équatoriale suite à une interpellation patriotique. Oui. Parce qu'il faut dire ici que les événements qui se sont passés en Guinée équatoriale ne relevaient pas du hasard. Mais c'était tout simplement parce que j'étais celui-là qui pouvait offrir au peuple camerounais ce dont il aspire tant. Mais que j'étais de l'autre côté en train de vivre comme si rien ne se passait. Pourtant au nord-ouest et au sud-ouest, il y a des gens qui tombaient, il y a des militaires, des camarades que nous avions fréquentés ensemble qui disparaissaient tragiquement. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Alors j'ai pensé que la période des élections présidentielles se présentait comme le moment par excellence pour la mise sur pied d'une initiative à caractère salvateur. C'est ainsi que j'ai donc pensé le mouvement patriotique d'octobre 2018 et je pars de la Guinée équatoriale pour mon village Bafang à bord de ma moto avec le but de mettre sur pied ce projet. Pourquoi? Parce que si une partie de la population avait le droit de manifester pour démontrer son soutien au président de la République, une autre partie également avait le droit de manifester pour dire non, nous pensons que ça doit être plutôt comme ça. J'arrive donc à Bafang et dans le cadre de la mise sur pied de ce projet, il fallait donc éduquer les populations sur le caractère sensible. Et c'est dans cette campagne d'éducation et de formation. Vous quittez la Guinée équatoriale avec votre moto, c'est ça? Effectivement, oui, en conduisant. Oui. Jusqu'à Bafang. Jusqu'à Bafang. Oui. Et c'est dans cette campagne de sensibilisation et d'éducation que l'information va remonter jusqu'à l'autorité locale qui ne va pas m'inviter pour besoin d'enquête ou alors pour savoir quelle est la nature de mon événement, mais qui va tout simplement prendre sur elle de m'arrêter clandestinement. Est-ce que vous aviez fait une déclaration de manifestation? La marche devait faire l'objet d'une déclaration de manifestation et ça fait partie des formalités à remplir. Oui. Comme également, l'objectif ici n'était pas de faire une déclaration de manifestation, mais il fallait former et éduquer les gens qui devaient marcher sur le caractère purement pacifique de la marche. Oui. Ouais. Et c'est ce que j'étais en train de faire. Et j'étais sur le pied d'aller déposer la déclaration de manifestation. Mais ils vont m'arrêter et le fait que j'avais une opinion politique qui était différente de celle de la majorité administrative va faire en sorte qu'on m'attribue des casquettes d'ambazonien, va faire en sorte qu'on m'attribue des casquettes d'hommes financés par le professeur Maurice Kamto. Oui, je le dis bien, par le professeur Maurice Kamto. Va faire en sorte qu'on m'attribue des casquettes de bandits, de récalcitrants de haut niveau. Et que j'étais même recherché en Guinée équatoriale. Et pourquoi? Parce que après cette arrestation, lors de l'interrogatoire qui va durer de 20h à 1h, je vais mettre à leur disposition des éléments qui prouvaient que j'étais habilité. L'interrogatoire a lieu où? Au commissariat de Bafang. Oui. Ouais. Je vais mettre à leur disposition des documents qui certifiaient et prouvaient que j'étais habilité à exercer ce genre d'activité. Étant donné donc qu'il n'y avait pas constatation d'infraction sur le plan pénal, il fallait donc créer une forme. Il fallait donc créer un motif pour donner une forme à ma détention à la prison principale de Bafang. Et c'est celui de vol de moto, défaut d'assurance, défaut de permis, faux en écriture et commerce que l'on va créer. Est-ce que justement votre Angers Adero avait tous ces papiers?
Je n'avais pas un permis de conduire, je n'avais pas l'assurance, oui. Mais j'ai fonctionné comme ça en Guinée équatoriale sans problème. Et en Guinée équatoriale, c'était pas facile d'avoir toutes ces choses-là. Déjà même que le papier n'était pas facile. Mais j'avais la facture de ma moto qui certifiait que la moto était mienne et ne pouvons contester. Parce que vous ne pouvez pas dire quelque chose est faux et vous ne montrez pas l'original. Mais ils vont dire, le procureur, lors de l'interrogatoire sommaire dans son bureau, va me dire, au lieu de venir te camoufler, faire tes choses tranquillement, tu viens parler de ce que tu ne maîtrises pas. Et pour le fait d'avoir parlé de ce que tu ne maîtrises pas, je vais te faire découvrir la souffrance. Nous avons des informations, nous savons qui est derrière vous. Alors, allez avec lui. Et c'est comme ça qu'ils sont partis avec moi. Donc si en réalité j'ai été arrêté, ce n'était pas pour la moto, mais c'était pour le fait que j'avais donné une opinion politique différente de celle de la majorité administrative. Mais je suis resté silencieux en ces circonstances. Et vous êtes incarcéré pour combien de temps? 6 mois d'emprisonnement ferme. Oui. 6 mois d'emprisonnement ferme parce que lors du jugement, j'avais gagné le procès. Mais madame la juge ne pouvait pas me donner ma victoire du fait que ce procès était tout simplement une mise en scène. C'était la transposition d'une haine de classe et d'une lutte de classe. Elle avait reçu des instructions fortes de sa hiérarchie et elle devait tout simplement lire la sentence qui avait été prévue pour moi. Bon, aujourd'hui, pour sortir de cette interview, Jean-Marie Bondeu, quelle est votre vision prochaine? Ma vision prochaine se base beaucoup... Ou actuelle? Ma vision actuelle. Premièrement, je fais toujours l'objet d'une poursuite clandestine. Oui, de la part de ces brebis galeuses qui sont à l'intérieur de la police camerounaise, qui est dite indépendante de la politique, de ces brebis galeuses qui sont à l'intérieur de la justice camerounaise, qui est dite indépendante de la justice. Et ma vision consiste à donner mon point de vue sur la situation politique camerounaise qui risque de déboucher sur une crise. Aujourd'hui, il faut comprendre que je vous ai dit au début de l'interview que nous n'étions pas dans une démocratie mais plutôt dans une mystocratie. Et la mystocratie, comment est-ce qu'elle agit? La mystocratie s'appuie sur la conscience identitaire pour créer une confusion dans la société et monter les Camerounais les uns contre les autres, de façon à ce que n'émerge pas un front social, national et républicain pour pouvoir donner une nouvelle orientation à la politique camerounaise. Et aujourd'hui, il y a des gangs qui sont entretenus dans l'ombre et financés par ceux-là qui ont intérêt à l'immobilisme et au conservatisme. Et ces gangs ont pour objectif de faire ceci, d'entrer en jeu s'il arrive qu'il y a une quelconque révolution, un quelconque soulèvement populaire, de changer la donne de la chose afin que le scénario soit semblable à celui du Rwanda. Et ainsi, ils peuvent légitimer les scénarios qui ont été faits par leur mystocratie. Donc justement, la question est ceci. Après avoir suivi toute cette tracasserie, quelle est votre vision actuelle? Qu'est-ce que vous voulez entreprendre maintenant? Quel est votre prochain parcours? Et en plus de cela, est-ce que vous n'avez pas peur d'avoir encore un affront avec les autorités, avec la police camerounaise? Non. Pourquoi avoir peur? La peur est un frein au développement de l'homme. Oui. Et le fait que je ne dise rien, que je reste silencieux, je baisse la garde. Et ceci fait en sorte qu'ils passent à la réalisation de leur plan machiavélique. Beaucoup de camarades qui empruntaient le chemin de Yaoundé avec moi pour aller suivre des conférences qui étaient animées par le professeur Mathias Onangini, le professeur Claude Abbé, le professeur Alain Foguet, ont tragiquement disparu. Sont tragiquement morts dans des circonstances que je ne pourrais évoquer pour des raisons de sensibilité. Je ne voudrais pas toucher la sensibilité de leur famille. Et je sais que c'est la même chose qui m'attend à moi. Mais je n'ai pas peur. Mais une chose est sûre, je sais que je suis l'ultime sacrifice. Je l'avais d'ailleurs dit en 2018. Je suis prêt au sacrifice suprême pour la nation. Et rien ni personne ne pourra m'empêcher d'accomplir ma mission. Ok. Votre mot pour conclure? Mon mot pour conclure, c'est de demander au peuple camerounais de ne pas tomber dans le piège de la manipulation. Au Cameroun, il n'y a pas de tribalisme. En Guinée équatoriale, il n'y a pas un problème d'étrangers, mais il y a plutôt un problème d'institution. Et c'est le même problème d'institution qui se trouve au Cameroun. Et je veux demander à tous ces gens-là tapis dans l'ombre qui ont des entrepreneurs de guerre de s'abstenir des projets de cette nature-là. Premièrement, ils n'ont pas l'onction pour le faire. Deuxièmement, c'est quelque chose qui va
ici, c'est le peuple qui va sortir perdant de cela. Je suis le seul homme qui est capable de montrer au peuple camerounais la direction dont il a besoin pour pouvoir s'en sortir de cette situation. D'accord, merci.